Bon, bienvenue à tous dans cette conférence qui s'intitule Écologie extérieure, écologie intérieure. Les deux réunis, c'est assez rare parce que souvent on oppose les deux. On a souvent des gens qui nous disent il y a une écologie profonde, puis du coup il y a une écologie superficielle qui serait le développement durable. Et donc cette opposition, moi je considère que c'est une erreur et qu'au contraire, il y a une complémentarité entre l'écologie extérieure et l'écologie intérieure, c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Mais pour avoir fréquenté pas mal les milieux écolos, disons qu'on a souvent soit des gens qui sont très portés sur l'écologie extérieure, la transformation, le développement durable, le changement des infrastructures et tout ça, mais qui s'intéressent très peu à l'écologie intérieure. Et l'inverse est vrai aussi, les gens qui s'intéressent à l'écologie intérieure, souvent ils ne sont pas très au fait de tout ce qui se passe, ce qui est très technique sur tout ce qui se passe dans le domaine du développement durable. Voilà. Et pour ma part, donc, je considère que les deux sont complémentaires et nécessaires l'un à l'autre pour qu'il y ait justement une efficacité réelle au niveau de la transition. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, l'écologie extérieure, elle nous donne des moyens, notamment des moyens technologiques de changer, par exemple la manière dont on produit l'énergie, la manière dont on produit l'alimentation. C'est des moyens, mais à un moment donné, on a besoin aussi qu'il y ait une autre transformation, une transformation de conscience, pour qu'il y ait une conscience écologique, et notamment cette conscience va ensuite nous permettre d'avoir une volonté écologique. Parce que si on a des moyens, mais qu'on ne les utilise pas parce qu'on n'a aucune volonté de les mettre en œuvre, on n'avancera pas sur cette transition. Donc il faut les deux. La volonté d'un côté et les moyens de l'autre, les deux ensemble, ça crée une efficacité en termes de transition. Voilà. Donc c'est ça un peu l'idée globale que je vais essayer de vous faire passer, avec la question aussi qu'on va aborder aujourd'hui, qui est une question très rarement abordée, qui est pourtant fondamentale si on veut là aussi avancer sur une réelle efficacité de la transition, qui est la question de la désirabilité de l'écologie. Et donc comment rendre l'écologie désirable. Ça, vous allez voir, c'est vraiment un enjeu auquel on n'a pas suffisamment pensé, et je vais vous expliquer pourquoi c'est fondamental. Mais avant, quelques chiffres, j'espère que vous voyez un petit peu, là c'est un petit peu flou, mais quelques chiffres quand même pour poser un peu le contexte général de l'écologie, de la situation climatique actuelle. C'est pas pour vous plomber le moral, mais c'est pour justement que vous compreniez l'enjeu. Moi je pars du principe que plus on a saisi la gravité du problème, plus on va comprendre l'intérêt des solutions. Donc, cette gravité du problème, quelle est-elle? L'humanité émet chaque année 43 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Il y en a une partie qui est récupérée dans les océans, qui est donc absorbée, mais il y a une partie qui reste dans l'atmosphère et qui crée ce phénomène de réchauffement climatique. Donc 43 milliards de tonnes de CO2 par an, vous voyez, c'est énorme. Ça représente également 100 millions de barils de pétrole par jour, cette fois. Et si on continue sur cette trajectoire, on va vers un monde à plus 4 degrés en moyenne. Ce qui est énorme, mais ça c'est à condition qu'on ne fasse rien, évidemment. On aura 4 degrés, voire plus, si on ne fait rien. Si on fait ce qu'il y a à faire, on peut régler la situation. Mais si on est sur cette trajectoire et qu'on continue comme ça, alors à ce moment-là, on aura des pénuries d'eau catastrophiques pour l'humanité, des pertes de récoltes, là aussi catastrophiques pour nos besoins vitaux, une montée des océans, ça vous en avez probablement entendu parler, des flux migratoires incontrôlables, des inondations, des ouragans, des canicules, des méga-feux, ça on a commencé à le voir, l'Amazonie, l'Australie, etc. Des accidents nucléaires potentiellement, des guerres, des épidémies, des pertes de PIB, des territoires inhabitables, ça c'est un point vraiment qui m'a beaucoup touché, notamment à travers le bouquin là, de David Wallace Wells qui s'appelle La Terre inhabitable, qui explique qu'il va de plus en plus y avoir sur Terre des espaces où on ne pourra plus habiter à cause du climat, du réchauffement. Et enfin, une destruction de la biodiversité. Pardon ? Oui, voilà, c'est ça. La température rend les terres invivables et incultivables. Donc une destruction de la biodiversité, là aussi, je ne vais pas m'apesantir sur ces chiffres, c'est juste pour poser un peu le contexte. Alors la bonne nouvelle,
c'est qu'on a toutes les solutions aujourd'hui pour remédier à cette crise écologique. Ça, c'est quelque chose qu'on dit très peu. On entend beaucoup aujourd'hui ce discours, il n'y a pas de solution, c'est trop tard, on est foutu. En réalité, moi, j'ai fait la prospective des solutions pendant une dizaine d'années. J'ai étudié tout ce qui se fait, tout ce qui est possible de faire, et ma conclusion, c'est non, en fait, on a tous les éléments en jeu. Par contre, ce que j'ai mis un peu de temps à comprendre, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir les solutions pour que le problème soit résolu. Ça peut sembler étonnant, parce qu'on se dit, mais si on a les solutions, alors il n'y a plus de problème, on va juste appliquer nos solutions. Et le problème, c'est que pour que les solutions soient efficaces, il faut qu'elles soient appliquées, pas seulement qu'elles existent. On pourrait avoir une situation où il y aurait un effondrement, alors même qu'on aurait toutes les solutions, mais simplement parce qu'on ne les aurait pas appliquées, on ne les aurait pas appliquées à temps, et surtout pas à l'échelle du problème. Si on met 2-3 panneaux solaires dans un coin, ce n'est pas ça qui va changer la donne. Il y a une échelle. Et donc cette échelle nécessite des proportions dans notre action. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est le passage à l'action. On a les solutions, mais disons que notre volonté de passer à l'action est un peu molle, pour ne pas dire parfois inexistante. Et donc on est à la traîne par rapport à ça. Pas parce qu'on n'a pas de solution, mais parce qu'on n'a pas la volonté de les mettre en œuvre au rythme où il faudrait les mettre en œuvre, sachant qu'on a 20 ans pour faire cette transition écologique. Et donc, si vous voulez, il y a un problème de timing. Et c'est là que la question de la désirabilité est fondamentale, parce que la rapidité avec laquelle on va faire cette transition dépend de notre volonté de la faire, et donc de notre désir d'aller vers un monde écologique. Si on a une volonté très faible, on peut mettre 300 ans à faire cette transition. Très bien, mais on n'a pas 300 ans. Et donc, il nous faut un sursaut de volontarisme à un moment donné où, précisément, c'est plutôt le contraire qui se passe. Il y a un ralentissement de l'engagement, il y a un ramollissement, il y a une sorte aussi de paralysie. Les gens, au bout d'un moment, s'insensibilisent parce que ces enjeux sont trop énormes et créent trop d'anxiété en nous. Donc, on prend nos distances, on continue nos petites vies, c'est bien connu. Mais donc voilà, le problème, vous voyez, c'est bien d'avoir des solutions, maintenant il faut de la volonté de les mettre en œuvre qui renvoie à la question du désir. Le problème, c'est que on a progressivement rendu l'écologie chiante. Et ça, j'ose le mot, je l'assume pleinement. Il y a eu une transformation subtile ces dernières années de l'écologie qui a fait de l'écologie quelque chose de très négatif. Le problème, c'est qu'à partir du moment où notre cerveau associe l'écologie à quelque chose de chiant, d'anxiogène, de négatif, évidemment, on n'est pas très motivé pour aller s'intéresser à l'écologie, pour y participer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette écologie dont je dis qu'elle est chiante ? Eh bien, c'est cette écologie qui va mettre l'accent sur la culpabilité de polluer, qui va essayer d'avoir un discours moralisateur sur la population avec une certaine rigidité. C'est une écologie qui est orientée problème, qui va nous bassiner toute la journée avec la gravité des enjeux, les chiffres, les courbes, etc. Donc tout ça pour reconduire sur un discours très pessimiste, voire fataliste, avec un côté anxiogène. On voit tous les problèmes d'éco-anxiété dans la population et notamment chez les jeunes. Une écologie qui tourne vers la décroissance, qui n'est pas forcément très compatible avec notre monde, et donc ça crée une dissonance cognitive pour les gens, qui est aussi dans une attitude oppositionnelle, c'est-à-dire la plupart des gens qui sont dans l'écologie sont des militants qui s'opposent à ce monde, et on comprend pourquoi, ce n'est pas une critique, c'est juste une observation. Ils sont dans une posture oppositionnelle, opposition au système, et tout ça conduit finalement à ne pas proposer grand-chose, parce que quand on est simplement dans l'opposition, on oublie de construire des solutions. Une écologie qui est de plus en plus technophobe, anti-progrès, qui a plongé maintenant dans l'effondrisme. L'effondrisme, c'est ce discours qu'on voit maintenant beaucoup, qui consiste à dire « il est trop tard, il n'y a pas de solution, c'est foutu maintenant ». Une écologie donc qui considère qu'il n'y a pas de solution, donc anti-solutionniste, ça on le voit beaucoup sur les réseaux, avec des militants qui sont généralement épuisés, voire en burn-out, donc ça moi j'en ai connu pas mal, une certaine dissonance cognitive dans la population entre le fait qu'on a conscience du problème, mais qu'en même temps on doit bien continuer notre vie,
et donc on est dans ce paradoxe constamment et ça nous perturbe beaucoup. Parfois une certaine haine de notre système, de cette modernité, voire, comme on va le voir après, une haine de l'humanité, parce que l'humanité a créé ce désastre, un sentiment d'impuissance, et enfin, parfois, très rarement, mais ça existe, je l'ai observé, j'ai fait tout un article là-dessus, un désir d'effondrement, c'est-à-dire des gens qui désirent voir ce monde s'effondrer. Voilà un peu ce qu'est cette écologie négative qui a pris beaucoup de poids dans le débat public ces dernières années. Je vous ai mis là une petite citation de quelqu'un qui est très représentatif de ça, qui est un ancien ministre, il s'appelle Yves Cochet, il porte bien son nom, puisqu'il nous dit « L'automobile va être finie vers 2030. Il n'y aura plus d'auto en France. Il faut se reconvertir dans la fabrication de fiacres, de diligences et de calèches, qui sont le mode de transport de l'avenir. » Il nous dit ça d'ailleurs dans un article, ou à moins que ce soit une vidéo, je ne me souviens plus très bien, mais qui s'appelle « La moitié de la population actuelle va mourir d'ici 15 à 20 ans ». Voilà un petit peu l'ambiance actuellement au niveau de l'écologie. J'espère vous avoir pas trop plombé, mais vous allez voir maintenant, on va mieux comprendre l'intérêt de cette question, comment rendre à nouveau l'écologie désirable, parce que vous imaginez bien que cette écologie-là, elle fait peur aux gens, c'est difficile de convaincre, c'est d'amener les gens à agir avec une écologie pareille. Qui nous dit d'ailleurs qu'il n'y a rien à faire, donc de toute façon. Autoritaire, on va aussi un petit peu le voir. Voilà, alors comment tout ça s'est passé, comment l'écologie a progressivement changé de visage? Moi je me souviens quand j'étais jeune, on commençait un petit peu à parler d'écologie. L'écologie ça s'appelait le développement durable. Nicolas Hulot représentait ça en France. Et simplement cette écologie-là, à un moment donné, a diminué au profit d'une autre écologie, d'un autre courant de pensée qui s'appelle la décroissance. Ça a été les années Pierre Rabhi. Moi-même, j'ai été à une époque un colibri. Voilà. Et ces années-là ont véhiculé l'idée qu'il fallait décroître et entrer dans une sobriété heureuse, comme on disait à l'époque. J'ai fait, à un moment donné, la rencontre de tout le milieu de la décroissance à Paris, quand j'habitais à Paris ces années-là. Et j'ai pu constater, c'était un tout petit milieu à l'époque, qu'il y avait vraiment déjà une dynamique, c'était en 2008, avec le Parti pour la décroissance. Je m'étais rapproché un petit peu des acteurs de ce parti. Et déjà, on disait, mais il y a deux décroissances. Il y a la décroissance choisie, et il y a la décroissance subie. Et alors, il y a un truc étonnant, c'est qu'il y en a une qui est désirable, selon les décroissants, et l'autre qui serait absolument à éviter. Pourtant, c'est de la décroissance, les deux, et il y en a une, quand elle est choisie, c'est bien, quand elle est subie, c'est très dangereux. Donc déjà, il y a quelque chose qui avait attiré mon attention. Mais il faudrait savoir, la décroissance, c'est bien, c'est pas bien, c'est dangereux, c'est bien. Bon. En réalité, cette décroissance choisie n'a jamais été choisie par la population. Il y a une petite minorité de gens qui sont décroissants en France. On est le pays qui avons inventé la décroissance, puis la collapsologie, après on va le voir. Donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de décroissant en France. Mais en fait, globalement, ça ne convainc pas plus que ça la population. C'est pas demain qu'on verra un pays comme la France virer vers la décroissance au niveau politique. Pourquoi il y a un échec de la décroissance? Bon, déjà, c'est pas très compliqué à comprendre. Elle est incompatible avec nos modèles économiques. Donc, cette vitalité, ce dynamisme économique qu'on appelle la croissance est incompatible avec ce discours-là. Après, elle est incompatible également avec notre système social. On finance le système social grâce à la croissance. Sans croissance, eh bien, il y a un problème de financement. Ensuite, il y a un problème le caractère un petit peu irréaliste de ce discours-là quand on pense à la montée des pays émergents qui, eux, n'aspirent qu'à se développer. Et quand on pense aussi au caractère bien rude de cette compétition internationale qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que si on faisait un pays de décroissance, on sortirait très vite de la compétition internationale, on perdrait notre rang de puissance et on sortirait de l'histoire. Et un autre problème également avec cette décroissance choisie, c'est que finalement, elle n'aboutit qu'à polluer moins. Or, polluer moins, c'est polluer quand même. Ça, c'est une des grandes idées qu'on défend dans l'association que je co-préside avec mon ami Thierry Curti, le courant constructif. Polluer moins, c'est polluer quand même. Donc la décroissance aboutit à ce qu'on reporte l'effondrement de 20-30 ans, mais on y va quand même. Voilà, donc ça, si vous roulez avec une voiture polluante, vous aurez beau rouler un peu moins avec la même voiture, vous polluerez quand même. Vous comprenez l'idée? Voilà. Et puis enfin, croire que la décroissance serait le nouveau paradigme que tout le monde attend,
c'est aussi une erreur parce que la décroissance revient à faire la même chose, mais en moins. On va essayer de ralentir ce qu'on fait. Mais on ne change pas ce qu'on fait. On le fait encore, mais on le fait moins. Et un nouveau paradigme, ça n'est pas faire moins la même chose, c'est faire tout autre chose. Donc ce n'est pas un nouveau paradigme réellement. Alors donc il y a eu un échec de cette décroissance choisie, et c'est là qu'on est passé sur leur discours qui nous disait, bon, vu qu'on n'a pas choisi la décroissance, on va avoir une décroissance subie. Sauf qu'à partir de là, il y a eu un nouveau glissement qui s'est opéré vers la collapsologie, dont peut-être vous avez entendu parler, qui est la théorie que, en fait, on ne va pas réussir cette transition, on va s'effondrer, on va vers un effondrement. Et donc ce discours-là a commencé à faire une OPA sur l'écologie à partir de 2016, où il y a eu un bouquin important qui est sorti qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne, qui a amené cette idée qu'en fait, c'est trop tard maintenant. On ne va pas y arriver, c'est foutu. Il n'y a pas de solution. Et donc on est passé de la décroissance à la collapsologie, et aujourd'hui l'écologie en est là. Au niveau du débat intellectuel, les collapsologues ont pris tout le terrain, et maintenant c'est eux qui dominent. Il y a eu un dernier glissement au sein même de la collapsologie, que les gens n'ont pas encore bien aperçu, mais que j'ai pu voir en étudiant les textes de manière précise, entre la collapsologie de Pablo Servigne, qui est l'initiateur de cette pensée, et une autre forme d'effondrisme, que j'appelle l'effondrisme noir, de Vincent Mignerot. Dans la collapsologie de Pablo Servigne, donc cette idée qu'on va vers un effondrement, il y a encore l'idée que peut-être que cet effondrement est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce qu'on a là des gens qui sont anarchistes, ils détestent le système capitaliste, et donc ils rêveraient de le voir s'effondrer. Et c'est là qu'on comprend que la collapsologie prend le relais d'un très vieux discours, qui est le discours de l'époque qu'on entendait à l'époque des communistes. Les communistes aspiraient et attendaient de leur vœu l'effondrement du système capitaliste, et ils nous démontraient par A plus B que les contradictions internes du système capitaliste allaient nous amener inévitablement vers cet effondrement. Bon, en réalité, c'est plutôt le communisme qui s'est effondré, et là, justement, ce désir de voir le système capitaliste s'effondrer s'est reporté sur l'écologie. L'écologie a ressuscité l'anticapitalisme. Et aujourd'hui, ce désir d'effondrement, on le voit à l'œuvre chez justement les survivalistes, les collapsologues, qui nous disent c'est un drame, il va y avoir un effondrement, mais en même temps, si vous regardez bien dans les détails, ils désirent qu'il arrive. Et donc il y a l'idée qu'on pourrait, après l'effondrement, construire des utopies éco-anarchistes, vous voyez, des belles petites communautés dans la nature, où on va s'entraider, ce principe de l'entraide, voilà. Mais simplement, cet utopisme post-effondrement de Pablo Servigne, à un moment donné, a été complètement démonté dans l'argumentation par Vincent Mignerot qui nous a dit « Vous vous trompez les gars, s'il y a un effondrement, déjà il y a des milliards de morts. » D'accord ? Ça, il faut que ce soit bien clair. Et par ailleurs, pour les survivants, il y aura une situation absolument détestable, une situation de guerre de tous contre tous pour l'appropriation des dernières ressources. Ça sera un monde où il y aura certes de l'entraide, mais de l'entraide à l'intérieur d'un gang, par exemple, vous voyez, pour savoir comment on s'entraide pour s'approvisionner et pour capter les dernières ressources qui restent. Voilà. Donc en réalité, Mignerot a démonté cette espèce d'utopisme. Pablo Servigne parlait même d'un happy collapse, c'est-à-dire d'un effondrement heureux. Voilà. Et Mignerot l'a ramené un peu à la réalité, et je pense qu'il a gagné le débat là-dessus, et on en est là aujourd'hui au niveau de l'écologie. On est dans un discours qui nous dit que c'est fini, il n'y a plus de transition possible, c'est trop tard, et en plus, la seule chose qui nous attend, c'est des milliards de morts, et il n'y a rien à faire. Donc vous voyez, le problème de la désirabilité de l'écologie aujourd'hui se pose par rapport à un tel discours. Vous avez quelqu'un comme Yves Pacalet qui a écrit un livre très représentatif de cette écologie aussi, qui s'appelle « L'humanité disparaîtra, bon débarras ». Et il nous dit dans ce livre quelque chose que beaucoup pensent en réalité, et notamment on peut voir ça sur la toile dans les commentaires régulièrement, l'homme est le cancer de la Terre. Donc une vision de détestation de notre propre espèce. Alors je vous parlais donc de cette différence entre Mignerot et Servigne, mais il faut savoir qu'ils s'accordent sur un point, c'est que pour les deux, il n'y a aucune solution. Vous voyez, Pablo Servigne nous dit « Il faut faire le deuil de notre civilisation, c'est déjà foutu, je le répète, c'est déjà foutu. Il n'y a pas de solution
qui permettent de continuer à faire perdurer notre système. À quoi Mignoro répond: toute tentative de protection active de l'environnement est vaine. Nous voilà avec des écologistes qui nous disent qu'il n'y a plus à chercher à protéger l'environnement, ça ne sert à rien. Vous voyez le paradoxe? On en est là. Le nouveau visage de cette écologie, donc, on le voit bien à travers un livre qui s'appelle « L'effondrement de l'Empire humain », qui est un ouvrage collectif qui est dominé par la pensée collapso, mais on voit aussi d'anciennes figures comme Nicolas Hulot, qui est là, l'ancien représentant du développement durable, dont on voit bien en lisant le texte qu'il s'est rallié. Il s'est rallié à ce pessimisme, il n'y croit plus, lui non plus. Il y a une autre personne aussi intéressante, c'est Jean Jouzel, c'est un des membres du GIEC, et il n'oppose aucun argument aux collapsologues. Il dit juste, bon, l'effondrement, c'est peut-être un concept un peu fort, il faudrait plutôt parler de chaos climatique. Voilà, c'est son seul contre-argument à cette pensée, c'est ça. Donc vous voyez, il y a un nouveau visage qui s'est recomposé. Je vous lis un petit extrait, vous allez voir un peu l'esprit. Donc c'est une citation de Mignoro dans le bouquin. « Je fais partie de ceux qui pensent que nous sommes entrés dans un processus de fin. Même si je n'ai aucune idée de la date à laquelle cette fin interviendra, je ne crois pas que l'humanité survive à terme. S'il y a des choix politiques à faire, ils devraient être orientés sur ces questions. Tant que les sociétés tiennent, il faut désinvestir ce qui est le plus risqué et non pas investir dans la transition énergétique qui est fondée sur des concepts farfelus. » Voilà, des gens qui représentent aujourd'hui l'écologie, qui nous disent qu'il faut arrêter d'investir sur la transition énergétique. Étonnant. Alors évidemment, cette écologie extrémiste attire son opposé, tout aussi extrême, les climato-sceptiques. On pensait qu'ils avaient disparu, et pourtant ils reviennent en force. Si vous allez aujourd'hui sur TikTok, le climato-scepticisme est dominant en tant que pensée chez les jeunes sur TikTok. Il y a des gens comme ce monsieur qui est un membre du GIEC, sur le fameux X, vous savez, qui a pris le relais de Twitter, qui se font harceler par les climato-sceptiques. Il y a eu tout un rapport qui a montré qu'il y a un retour en force, justement, de ces théories-là. C'est simple à comprendre. L'écologie est tellement devenue anxiogène que les gens préfèrent un déni heureux plutôt qu'une dépression consciente. Et donc, vous voyez comment les paires d'opposés s'équilibrent. On a un extrême, il en attire un autre. Alors moi, personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'il faut aller vers un point d'équilibre au lieu d'être toujours dans ces jeux de polarisation. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, on est dans une société, notamment avec les réseaux sociaux, où tout pousse à l'extrémisation, à la dualisation, à la polarisation des discours. Et donc, on a beaucoup d'extrémisme en réalité sur la toile, alors qu'en réalité, il faut plus raisonner en termes d'équilibre. Alors cet équilibre, moi, j'y ai travaillé à travers le concept d'écologie évolutionnaire dont je vais vous parler maintenant. Alors, l'écologie évolutionnaire, elle a 4 dimensions. Elle couvre l'entièreté des dimensions du réel et de l'écologie. Dimension, une transition intérieure, une transition collective, une transition individuelle et une transition extérieure. Vous voyez, intérieur, extérieur, individuel, collectif, c'est l'ensemble permet d'avoir une écologie qu'on appelle intégrale. Alors d'ailleurs, qu'est-ce que l'écologie évolutionnaire? C'est la rencontre de 2 courants de pensée, ce que j'appelle l'écologie constructive. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, mais pour faire simple, c'est une écologie qui est plus axée sur la transition extérieure, qui est orientée sur les solutions constructives, c'est-à-dire on est orienté solutions, on pense qu'il y a des solutions, on est dans une vision solutionniste donc, et également créative. On pense que la créativité humaine peut être une aide pour résoudre ce problème. C'est une écologie également volontariste, on va le voir, c'est-à-dire on pense qu'avec la volonté, on peut justement changer la donne. Une écologie propositionnelle qui fait des propositions, qui est lucide et réaliste, mais en même temps qui cherche à ce que l'écologie soit rentable. Ça, c'est un facteur, on y reviendra, qui est important pour justement l'efficacité de l'écologie. Cette écologie constructive se veut futuriste, sociale, c'est-à-dire pas antisociale, justement, et systémique, ça c'est un mot qu'on commence à connaître maintenant. Voilà. Et la deuxième composante de l'écologie évolutionnaire, c'est la dimension intégrale. Intégrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend en compte cette écologie extérieure, la transition écologique, que vous connaissez tous, mais on y ajoute une composante d'évolution intérieure, de transition intérieure. Et c'est ça qu'on appelle intégrale, un équilibre entre le cœur, le corps, l'esprit,
avec une dimension spirituelle. Tout ça dans le but d'obtenir une conscience écologique, une reconnexion à la nature. Voilà ce qu'est l'écologie évolutionnaire. On va rentrer un peu dans les détails et voir en quoi cette écologie, justement, permet de retrouver la désirabilité qui a été perdue au niveau de l'écologie. Alors déjà, elle est désirable, cette écologie, parce qu'elle est constructive. Constructif étant, justement, je vous parlais de l'équilibre, un point d'équilibre entre deux extrêmes. Les deux extrêmes, c'est quoi ? D'un côté, un pessimisme défaitiste, dont je vous parlais à l'instant avec les collapsologues. De l'autre côté, un optimisme béat. On va y arriver, il n'y a pas de problème, les scientifiques vont trouver la solution. Voilà. Vous voyez un peu ce genre de discours ? Entre les deux, il y a ce que j'appelle une lucidité proactive. On pense que c'est possible, mais on sait que pour y arriver, il va y avoir nécessairement un effort gigantesque qui va nécessiter une volonté énorme. Un point d'équilibre également entre deux choses qui sont, d'une part, le déni du problème. On sait bien qu'il y a un déni sur le problème écologique, il y a eu un film récemment avec DiCaprio là-dessus. Et de l'autre côté, il y a quelque chose dont on parle moins, qui est le déni des solutions. Les solutions existent et il y a des gens qui passent leur temps à les dénigrer. Et donc entre les deux, il y a cette conscience du problème et conscience des solutions. C'est un point d'équilibre. Alors, autre principe très important pour rendre l'écologie désirable, le fait d'aller vers une écologie créative plutôt que morale. Qu'est-ce que l'écologie morale ? Madame disait une certaine rigidité justement dans l'écologie, un certain autoritarisme. Ça, c'est l'écologie morale. L'écologie morale va vous culpabiliser, elle va chercher à punir ceux qui polluent, à les sanctionner, à interdire tout ce qui pollue, et tout ça dans le but de polluer moins. Donc elle recourt à notre responsabilité morale. Vous avez des gens qui représentent ça très bien, hein, Aurélien Barraud, qui, vous voyez, nous culpabilise, il nous dit « nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème ». Voilà, alors c'est des discours un peu autoritaires. Voilà. Et de l'autre côté, donc, une écologie créative. Alors ça, c'est un tout autre état d'esprit qui recourt à l'inventivité humaine, le génie humain. C'est l'idée qu'on peut créer les solutions en recourant à ce génie humain, on peut inciter les gens à aller vers les solutions, non pas dans le but seulement de polluer moins, mais bien de régénérer la nature, régénérer cette planète et l'aider à se dépolluer. La différence entre ces deux logiques fondamentales, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a deux écologies, vraiment. C'est qu'on en a une, la première, donc l'écologie morale, elle va chercher à supprimer les éléments problématiques. L'avion, ça pollue, on interdit l'avion, on n'en parle plus, comme ça il n'y a plus d'option. On peut dire ça, on peut faire la comparaison, c'est intéressant. Alors que l'écologie créative va chercher à faire évoluer l'objet polluant. C'est une autre logique. Typiquement sur l'avion, on sait très bien mieux. De toute façon, on n'a pas de solution pour des avions. Alors, donc, je vous propose que, je connais cette objection par cœur évidemment, mais je vous propose que les questions, on les remette à la fin, parce que déjà c'est super long. Je serai présent et disponible à la fin. Juste déjà, je vais vous faire comprendre mon raisonnement. Je prends un exemple justement, le tri des déchets. Le tri des déchets, si on fait appel à l'écologie morale, qu'est-ce que c'est ? C'est voilà, on le connaît tous, on trie nos déchets un par un, chacun le fait. Il y a un problème quand même, j'ai vu ça tout à l'heure, 50% des Français ne trient pas leurs déchets. Donc un problème de volonté. Pour que ça marche, ça, il faut que chacun le fasse. Et on est loin du compte. On sait très bien que l'humanité n'est pas particulièrement morale. Donc là, il y a un problème de fonctionnement, d'efficacité. L'écologie créative, elle va procéder différemment. Par exemple, en l'occurrence, pour le tri des déchets, des choses qui sont en train de se faire, qu'on verra dans quelques années, c'est le fait de concevoir des robots intelligence artificielle qui vont savoir justement identifier les déchets pour les classer. Alors ça, c'est un autre modèle où on va faire un effort qui est un effort créatif au départ pour implémenter dans notre système une solution de façon à ce que le système va devenir vertueux, ce qui va décharger les individus d'avoir une responsabilité morale. C'est-à-dire que, par exemple, demain, si on a un tel système, la personne la plus inconsciente en matière d'écologie va se retrouver vertueuse grâce au fait que le système le sera. Le système va trier ses déchets pour cette personne qui ne le fait pas. Alors, on en pense qu'on veut, mais c'est une autre logique, vous voyez ? La grande différence, ça j'en ai pris conscience
récemment, et c'est énorme, c'est que, encore une fois, pour que l'écologie morale fonctionne, il faut que tout le monde soit éco-conscient, aligné, spirituel, engagé, responsable, etc. On sait très bien que l'humanité n'en est pas là. Et encore, on est en France, pays quand même assez conscient, mais pensez aux pays qui sont loin de tout ça, qui essayent de se développer encore. C'est donc très compliqué. Alors que pour l'écologie créative, c'est très différent. On n'a pas besoin que tout le monde soit écolo. On a besoin à ce qu'il y ait une petite minorité d'individus conscients du problème, compétents et créatifs. Ces gens-là vont inventer les solutions qui vont être implémentées sur nos structures collectives de façon à ce que tout le monde va pouvoir en profiter après. Vous voyez, ce n'est pas la même logique. Avec cette logique-là, c'est beaucoup plus motivant de penser comme ça parce qu'on sait que, oui, on ne sera jamais très nombreux. Regardez combien on est aujourd'hui. C'est toujours comme ça. Moi, ça fait 15-20 ans que je fais ça et à un moment donné, je le constate, il y a un problème d'intérêt. Mais si on part du principe qu'avec une minorité de gens créatifs, compétents, on peut implémenter un nouveau système et ça peut fonctionner du coup pour tout le monde, à ce moment-là, il y a un espoir. Une écologie, enfin, orientée solution, je vous en ai un petit peu parlé déjà, plutôt qu'orientée problème. Alors, le solutionnisme, il est de deux types. Évidemment, il y a ce qu'on connaît, les solutions sectorielles, les solutions dans l'agriculture, pour l'énergie, etc., etc. Mais il y a aussi quelque chose dont on parle moins, qui est les solutions systémiques. Aujourd'hui, on le sait bien, la crise, elle est systémique. Donc, pour qu'il y ait une solution à une crise systémique, il faut que la solution elle-même soit systémique. Et là, on a des modèles systémiques qui sont en train d'émerger. L'économie circulaire, vous en avez peut-être un peu entendu parler, l'économie de la fonctionnalité, l'économie bleue, je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer ce qu'est tout ça, mais je vous donne les noms, vous pourrez aller faire vos recherches. Il y a des projets très intéressants aussi de gens qui, au lieu de se concentrer sur une seule solution, ont regroupé un ensemble de solutions. Par exemple, on a le projet Drawdown qui a rassemblé ce qu'il estime être les 100 meilleures solutions, non pas pour polluer moins, mais carrément pour inverser le réchauffement climatique. Ils pensent que c'est possible. On a en France également, on n'est pas mauvais les Français là-dessus, Bertrand Piccard, qui a fait un énorme travail pour rassembler 1000 solutions qui sont durables, efficientes et rentables. Parce qu'il avait compris quelque chose sur quoi on reviendra, c'est qu'il faut que l'écologie soit rentable pour motiver les acteurs économiques. On a le modèle du Green New Deal de Jeremy Rifkin et on a ce que porte mon association, le courant constructif, le concept de transition systémique, j'y reviendrai. Voilà ce qu'on a fait avec cette association que j'ai cofondée avec mon ami Thierry Curti. On a développé une base de données qui répertorie l'ensemble des solutions qui existent en matière de développement durable, d'écologie, et pas seulement d'ailleurs. C'est une vaste base de données qui comprend plus de 19 000 articles référencés, donc des solutions qui sont référencées, qui sont classées, qui sont répertoriées pour qu'on puisse faire des recherches précises, par exemple des recherches sur les énergies renouvelables, la capture du CO2, etc. Ça a été un gros travail justement pour mettre en valeur ce qu'on ne fait pas assez, les solutions. Parce que tout le monde nous rabâche sur le problème, alors qu'on a un gros problème aussi, c'est de prendre conscience de ce qui est possible de faire. La connaissance des possibles est quelque chose qui nous manque cruellement. Les gens n'étant pas conscients de ce qui est possible de faire, ils pensent que rien n'est possible et ils tombent dans l'effondrisme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la prospective des solutions, c'est-à-dire voir ce qui est possible de faire à l'horizon de 20, 30, 40 ans. Une écologie propositionnelle plutôt qu'oppositionnelle. Vous avez à gauche, là, le mouvement très connu, très populiste et très populaire, Extinction Rébellion. On retrouve cet esprit de il va y avoir une extinction de masse, on se rebelle, etc. Derrière, c'est l'esprit de la collapsologie. Alors, ceux-là sont en train de faire des manifestations pour s'opposer au système, etc. C'est leur mode d'action, le militantisme oppositionnel. Nous, on a développé une autre attitude qui est propositionnelle. Vous voyez, comme le monsieur là qui nous dit « Et si, au lieu de critiquer tout ce qui va mal, on publiait tout ce qui concerne la construction d'un monde meilleur ?» Une écologie rentable plutôt qu'anti-économie. Alors ça, c'est un facteur aussi fondamental parce que, comme je vous disais, pour rendre l'écologie désirable auprès de certains acteurs, notamment les acteurs économiques, il faut qu'elle soit rentable. Or, on a trop souvent une sorte
binarité entre des écolos qui se foutent totalement de l'économie, tout ce qui les concerne, c'est la planète, et les gens qui sont dans l'économie et qui ne sont pas du tout concernés par l'écologie, parce qu'il faut faire de l'argent, et puis on verra après l'écologie. Il faut sortir de cette polarisation, là encore une fois, et trouver le point d'équilibre, arriver à rendre l'écologie rentable pour intéresser les acteurs économiques et créer une dynamique puissante chez ces acteurs-là. Voilà comment la rendre désirable auprès de ces acteurs-là. Autre distinction importante, cette écologie négative va insister sur le fait d'essayer de moins polluer avec tous ces principes moraux, parfois un peu autoritaires, comme Madame le disait. Nous, on va plutôt être dans l'optique d'aller encore plus loin, pas seulement polluer moins, parce que polluer moins, c'est polluer quand même, comme je vous le disais, mais c'est d'aller jusqu'à dépolluer, voire régénérer cette planète. Et ça, c'est mon ami Thierry Curti qui l'a théorisé, qui est en une citation très synthétique. Polluer moins, c'est polluer quand même, et polluer quand même, c'est mourir. Ce que nous devons faire, si nous voulons avoir un avenir, c'est dépolluer massivement. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait dépolluer maintenant. C'est très récent, mais il y a eu toute une industrie de la capture du carbone atmosphérique qui a émergé, qui est en train de se perfectionner, ça va prendre encore quelques années, mais c'est en cours, on sait le faire. Les premières entreprises de capture carbone ont fait leurs preuves. Et tout ça doit être couplé avec la valorisation du CO2. C'est très important. Il faut que ce CO2 ait une utilité économique. Il faut que ce soit rentable de le capturer. Si ça nous prend de l'argent de capturer ce CO2, on ne le fera pas. L'humanité n'étant pas vertueuse fondamentalement en matière d'économie. Donc il fallait que ce modèle-là soit rentable, et ça, c'est ce qui est rendu possible par la valorisation du CO2. On capte ce CO2, et avec ce CO2, on peut faire plein de choses. Des carburants, des matériaux plastiques, du graphène, de la fibre de carbone, des vêtements, des engrais, des objets du quotidien, du béton, de la nourriture. Vous voyez, tout ce qu'on peut faire avec du CO2, c'est assez incroyable. Peut-être que personne ne vous l'a jamais dit, mais on peut faire absolument tout ce qu'on fait avec du pétrole, on peut le faire avec du CO2. Et même plus. Voilà quelques exemples d'ailleurs d'objets qui ont été faits avec des matériaux à base de CO2 atmosphérique, les objets du quotidien. La fibre de carbone qu'on peut fabriquer à partir du CO2 atmosphérique, c'est un matériau qui est de plus en plus utilisé pour toutes sortes de fabrications. On pourrait demain, Madame demandait justement, avoir des avions, et d'ailleurs j'ai enlevé la diapo parce que j'ai pas pu tout mettre, mais c'est quelque chose qui se fait déjà, des carburants qui sont des carburants à base de CO2. Donc, on extrait le CO2, on le transforme en carburant, ce qui fait que c'est ce qu'on appelle un carburant neutre, c'est-à-dire que l'avion va relâcher la pollution qu'il a captée, qu'on est dans un circuit non pas négatif, mais neutre, ce qui est déjà pas mal. Et l'avion lui-même pourrait être fabriqué en fibre de carbone atmosphérique, ce qui le rendrait dépolluant, c'est-à-dire que l'avion lui-même serait un puits de carbone, il stockerait du CO2. Vous avez des enquêtes qui prouvent que c'est possible sur la quantité d'avions de CO2. Voilà, après il y a énormément de choses qui sont en train de se faire dans le domaine de l'aviation, hein. La décarbonation. On parlera plus après. Mais après, vraiment, je vous invite là encore à aller voir la base d'information qu'on a faite, qui s'appelle lmc.today, où on documente justement tout ce qui est possible de faire, notamment au niveau de l'aviation. Et c'est énorme. Il n'y a pas seulement ce dont je viens de vous parler, il y a les avions à hydrogène, il y a toutes sortes de projets qui sont en cours pour décarboner l'aviation. Alors, un autre grand point de différenciation entre l'écologie évolutionnaire et cette écologie collapso-décroissante, c'est le rapport aux limites. On nous dit maintenant que l'écologie, c'est de prendre en compte les limites. Évidemment, c'est compréhensible, mais simplement, il y a un petit biais cognitif là-dedans. On nous dit que les ressources sont limitées à la planète Terre. Ça a l'air de tomber sous le sens. Nous sommes sur une planète finie, donc les ressources sont limitées. Ça, c'est la logique, disons, des décroissants. Sauf qu'il y a quelques éléments là-dedans qui ne sont pas forcément tout à fait justes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le premier élément, c'est de comprendre ce qu'est une ressource. Une ressource n'est pas une matière. Il y a quantité de matières dans l'environnement qui ne sont pas encore des ressources, parce qu'on ne sait pas les utiliser, on ne sait pas les exploiter. Qu'est-ce qui rend exploitable une matière?
de sorte que cette matière devient pour l'humanité une ressource. Ce n'est pas la matérialité de cette ressource, c'est la connaissance. C'est la connaissance qui fait qu'une ressource est une ressource. Par exemple, l'exemple que je viens de vous donner, le CO2 atmosphérique. Jusqu'à présent, on considérait que c'était un problème. Eh bien, le CO2 atmosphérique, du fait que maintenant on sait le capter et le transformer en matériau utile, devient une ressource. Il n'était pas une ressource au Moyen-Âge, il est une ressource aujourd'hui parce qu'on sait le transformer grâce à quoi? Grâce à notre connaissance. Donc ce qui fait la ressource, ce n'est pas sa matérialité, c'est la connaissance. Or, la connaissance, elle, est exponentielle actuellement. On est sur une courbe incroyable au niveau de la connaissance. S'il y a bien quelque chose qui va bien, c'est l'explosion de la connaissance humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est la connaissance qui permet de créer des ressources, et qu'il y a de plus en plus de connaissances, alors on va avoir de plus en plus de ressources, et non pas de moins en moins. Ça peut sembler étonnant parce qu'on nous conditionne à penser l'inverse. Et on va voir pourquoi ça c'est vrai. Mais vous voyez le principe. Un auteur très important dans cette réflexion, c'est Julian Simon, qui dans les années 80 sort un livre qui s'appelle « L'homme, notre dernière chance, croissance démographique, ressources naturelles et niveau de vie ». Et il nous dit qu'il y a 3 raisons pour lesquelles les ressources ne sont pas limitées. La première, c'est qu'on peut élargir le champ exploitable. Le champ de notre exploitation n'est pas limité, on peut l'élargir. Alors déjà, bien sûr, sur la Terre, il y a de nouveaux gisements qui ne cessent d'être découverts encore. Même aujourd'hui, on pourrait penser qu'on a tout découvert. Non, c'est faux, il y a encore des gisements qui sont découverts. Je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. Mais également, l'idée qu'on serait limité à la planète Terre est limitante, c'est une croyance limitante. Il n'est pas dit que dans quelques années, on n'envoie pas nos robots pour faire ce qu'on appelle du space mining, de l'exploitation des astéroïdes, par exemple, qui regorgent de matériaux, de métaux notamment. Ça, bien sûr, ça peut paraître utopiste aujourd'hui, mais souvenez-vous, moi j'ai grandi dans un monde où il n'y avait pas Internet. Les choses vont très vite. Où on en sera dans 20 ans à ce niveau-là, sachant qu'on a quand même un peu de temps devant nous avant d'arriver à la fin des ressources terrestres. Et notamment, on a un peu de temps parce qu'il y a un deuxième principe qui est le recyclage. Penser que les ressources sont limitées, c'est encore raisonner, avoir un raisonnement linéaire. On prend une ressource, on l'utilise, après il n'y en a plus. Mais si vous êtes dans une boucle circulaire de recyclage, la ressource, on la réutilise. Et là aussi, le recyclage dépend de la connaissance, qui est exponentielle, comme je vous le disais, ce qui veut dire que nos capacités en termes de recyclage s'améliorent constamment. Et donc, on va de plus en plus savoir recycler les matériaux. Un jour, on aura un recyclage qui se fera au niveau atomique. On n'en est pas encore là, mais on avance vers ça. La troisième raison pour laquelle les ressources ne sont pas finies, c'est le principe de substitution. Imaginons, on n'a plus tel matériau, et bien en réalité, on n'est pas forcément obligé d'avoir ce matériau pour telle fonction. On peut avoir d'autres matériaux qui vont aussi fonctionner pour cette fonction-là. Et c'est le principe de substitution. On n'a plus d'une chose, c'est pas grave, on va la remplacer par autre chose. Et là aussi, je vais vous donner pas mal d'exemples. L'élargissement du périmètre exploitable. Je vous parlais des ressources spatiales. Les États-Unis préparent leur exploitation du sol lunaire. Ce qui est le plus proche de la planète Terre, évidemment, c'est la Lune. Il faut savoir que ce dont je vous parle, ce n'est pas une utopie, c'est déjà en train de se faire. Il y a des milliards qui sont déjà en jeu dans le secteur du space mining. La Chine s'apprête à lancer son premier robot minier spatial. Alors, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à aller chercher dans l'espace? Oui, énormément. Notamment au niveau de la ceinture d'astéroïdes du système solaire. Il y a vraiment des choses qui sont énormes, avec des astéroïdes qui ont encore plus de métaux que les réserves terrestres. Mais sur la Terre également, comme je vous disais, on trouve encore des ressources, des gisements, des milliers de tonnes de lithium à extraire, proprement du Rhin. Vous savez, le lithium, on l'utilise pour les batteries. L'Union européenne salue la découverte d'un énorme gisement de phosphate. On pensait qu'il allait y avoir un gros problème sur le phosphate, mais voilà, on en découvre encore. Découverte d'un important gisement de terres rares qui pourrait couvrir les besoins pendant des siècles. Là aussi, on nous disait, on ne pourra pas faire la transition écologique, il n'y a pas assez de terres rares. C'est faux, c'est une erreur, une double erreur.
Le principe de substitution, quelques exemples là aussi. Du fer pour remplacer les métaux rares dans les panneaux solaires. Vous voyez, on n'a plus des métaux rares, c'est pas grave, on a autre chose qui remplacera. Au niveau, là aussi, des panneaux photovoltaïques, on a un problème d'indium, c'est pas grave, on utilisera le vanadium. Des moteurs électriques efficaces ne nécessitant pas de terres rares. Là aussi, on nous disait, vous voyez, le problème des terres rares, elles ne sont pas si rares que ça déjà, et puis en fait, on peut s'en passer. Honda développe déjà des moteurs hybrides sans terres rares. On peut également, ça c'est Tesla qui le fait, avoir des batteries sans cobalt. Souvent les gens parlent du cobalt, c'est un problème par rapport au procédé d'extraction de cobalt, etc. On peut s'en passer. Il y a aussi des métaux qu'on peut utiliser pour remplacer différents métaux précieux, comme notamment l'aluminium qu'on sait maintenant transformer en ce qu'on appelle un métal caméléon, c'est-à-dire qu'il peut remplacer différents métaux en jouant leur rôle. Sur le principe du recyclage, alors là j'ai pris cet exemple parce que c'est chez nous, c'est Carbios, qui est donc une industrie à Clermont-Ferrand, pas très connue, pourtant elle est vraiment géniale cette entreprise. Elle a inventé un procédé de recyclage enzymatique du plastique qui permet de recycler le plastique à l'infini. Alors tout ça, vous irez le voir après sur le site si ça vous intéresse, lmc.today. Donc. On sait recycler les pales d'éoliennes, tous ceux qui nous disent « oui, on enterre les pales d'éoliennes, c'est pas du tout écolo, etc. » Elles sont déjà recyclables, celles qu'on crée maintenant sont de plus en plus recyclables. Pareil pour les batteries, elles sont de plus en plus recyclables. Les panneaux solaires également, on sait maintenant les fabriquer de sorte qu'ils soient 100% recyclables. Et tout ce qui concerne les métaux et les terres rares, tous les déchets technologiques, là aussi on a des entreprises qui sont de plus en plus compétentes pour les recycler. Alors vous allez me dire, oui, mais le problème de l'énergie, on n'aura pas assez d'énergie. Ça c'est un autre argument pour dire, non, vous voyez bien, on n'a pas assez d'énergie, on doit décroître, etc. Là aussi, quand on s'intéresse vraiment au sujet en matière de prospective des solutions, c'est faux. Et d'abord, il faut comprendre un principe, c'est que moins d'énergie, c'est moins d'êtres humains. Donc ceux qui vous vendent, il faut aller vers moins d'énergie, il faut avoir conscience que derrière, c'est des millions, voire des milliards de morts. Avant l'ère industrielle, c'est-à-dire avant qu'on utilise toutes ces ressources fossiles, on était 1 milliard sur la Terre. Donc si on revient à l'ère pré-industrielle, on revient à 1 milliard aussi. Le niveau de population étant corrélé au niveau d'énergie consommée. Donc ça aussi, on devrait le dire. Et en réalité, là aussi, en France particulièrement, avec Jean-Marc Jancovici, on a un discours qui est en réalité très décalé par rapport à ce que dit la communauté internationale. Vous avez quantité de rapports qu'on a référencés sur le site, là aussi, vous tapez 100% renouvelable, vous allez voir tous ces rapports. Stanford, Berkeley, Energy Watch Group, l'ADEME, le WWF, Solar Power Europe, le World Europe Council, LUT University, IRENA, REN 21, tout ça, ce sont de grands organismes. Et ils disent tous une chose, c'est qu'on peut avoir une transition énergétique et aller vers 100% renouvelable. Alors, 100% renouvelable, ça va nécessiter un effort terrible. C'est très difficile de l'atteindre, mais ils disent que c'est possible. Et si vous ajoutez à ça un nucléaire, comme le voudrait notre cher Jean-Marc Jancovici, on y arriverait. Vous ajoutez les énergies, il n'y a pas que le solaire et l'éolien, vous avez toutes les énergies marines dont on ne parle pas assez, vous avez l'hydrogène naturel qu'on commence à découvrir de plus en plus, d'énormes gisements d'hydrogène naturel, les fameux carburants neutres dont je vous parlais qui sont issus de la capture carbone, les centrales nucléaires au thorium et la fusion nucléaire qui arrive à l'horizon 2050. Nous n'avons pas de problème d'énergie, par contre on a un gros problème de volonté. Je précise, attendez, ne croyez pas non plus que je suis optimiste. C'est une question de volonté, mais par exemple, un rapport qui s'appelle Sky is the Limit de l'Institut Carbon Tracker, qui est un groupe d'analyse financière indépendant, nous dit que le solaire, rien que le solaire et l'éolien pourraient potentiellement couvrir 100 fois la demande d'énergie mondiale. Les énergies renouvelables, nous dit-il, pourraient alimenter le monde d'ici 2050 alors que les prix s'effondrent. Les prix des renouvelables sont en train de s'effondrer, donc le marché va basculer. Quand les fossiles deviennent plus chers que les renouvelables, le marché, vous savez, il n'est pas moral. Par contre, il est très intéressé par l'argent. Donc le jour où les renouvelables sont moins chers, paf, le marché bascule, c'est un levier énorme pour la transition. Et vous avez un monsieur, Hans-Josef Fell, président de Energy Watch Group, qui est une institution aussi dans le domaine de l'énergie, qui résume bien la chose. Il le dit, la transition énergétique n'est pas du tout une question de faisabilité technique, ni de viabilité économique,
elle relève d'une volonté politique. Vous voyez, toujours on revient sur ce principe de désirabilité, la volonté dont dépend la rapidité d'action, évidemment. Bon, je passe rapidement sur les énergies marines, elles ont un potentiel énorme, on pourrait couvrir largement la dépense d'électricité mondiale rien qu'avec les énergies marines. Une autre grande distinction entre l'écologie évolutionnaire et l'écologie collapso-décroissante, c'est que cette écologie se veut multi-archétypale. Alors ça, c'est un concept qui vient de moi et que je vais vous expliquer. On a trop souvent réduit l'écologie à une seule posture, qui est la posture du militant qui est en opposition avec le système, vous voyez. Et ça, c'est important qu'il y ait des militants. Moi, j'en ai vu qui ont fait un travail extraordinaire et qui ont réussi à faire avancer les choses sur certains sujets. Par contre, penser qu'être écologiste, c'est forcément ça, c'est forcément aller dans la rue manifester et faire des actions militantes, c'est un peu réducteur. Moi, j'ai une autre vision qui consiste à dire que être écologiste, c'est pas mettre de côté ce qu'on sait faire pour devenir un militant, c'est utiliser ce qu'on sait faire et le mettre au service de la transition. Cette transition écologique, elle n'a pas seulement besoin de militants. Elle a besoin d'artistes, elle a besoin de juristes, de scientifiques, de politiciens, de penseurs, d'enseignants. Et on a besoin de tous les archétypes de la société. Toutes les fonctions de la société doivent être utilisées et se mettre au service de cette transition. Vous comprenez un peu l'idée ? Voilà, donc pour résumer, cette écologie, donc que j'appelle une écologie désirable, contrairement à l'autre, donc ça serait une écologie constructive plutôt que pessimiste, créative plutôt que morale, orientée solution plutôt qu'orientée problème, orientée dépollution et régénération plutôt qu'orientée simplement polluer moins, orientée développement durable plutôt que décroissance, propositionnelle plutôt qu'oppositionnelle, multi-archétypale, comme j'allais vous le dire, plutôt que seulement militante, une écologie qui considérerait que les ressources sont limitées à la connaissance, qui est exponentielle, et non pas simplement à la planète, une écologie qui penserait en termes de méta-solutions systémiques, plutôt que de nous dire qu'il n'y a pas de solution, qui jouerait le jeu de la volonté, le volontarisme, comme un levier pour la réussite de cette transition, plutôt que ce fatalisme qu'on voit de plus en plus. Une écologie qui se voudrait rentable, plutôt que anti-économie, systémique, c'est-à-dire prenant en compte les autres facteurs de la transition, le facteur social, le facteur spirituel, etc., et pas seulement écologique, dans une logique d'évolution plutôt que de régression. On voit beaucoup les gens qui nous parlent de retourner au champ, relocaliser, etc. C'est intéressant, moi je ne dis pas de ne pas faire ça, ceux qui se sentent appelés à faire ça peuvent le faire, mais à un moment donné, on réussira en évoluant et pas en régressant. Une écologie qui va vers un changement non pas seulement individuel, mes petits comportements écolos, etc., c'est très bien, mais ça ne suffit pas, il faut aller vers un changement systémique. Et enfin, une écologie qui promeut une abondance d'énergie renouvelable et pas simplement d'aller vers moins d'énergie. Voilà. Maintenant, j'aborde la deuxième partie qui vient en compléter cette question de la désirabilité, qui est l'écologie intégrale. Intégrale voulant dire qu'on ajoute à cette écologie extérieure une dimension plus intérieure, la fameuse transition intérieure. On nous a beaucoup critiqué au courant constructif en nous disant « mais vous êtes des technosolutionnistes, etc. » alors que notre approche se veut plus systémique. C'est-à-dire que pour nous, il y a deux erreurs. Le fait de tout faire reposer sur les solutions technologiques et le fait de ne faire rien reposer sur les solutions technologiques. On cherche un point d'équilibre. Les solutions technologiques ont leur rôle à jouer, elles sont importantes, elles sont nécessaires, mais il y a tous les autres aspects de la question. Et notamment donc l'aspect de la transition intérieure, qui se décline en 4 grandes transitions intérieures, parce qu'il y a plusieurs dimensions dans notre intériorité. Donc il y a la dimension corporelle, donc une écologie corporelle, une écologie émotionnelle, qui prend en compte toute la sphère émotionnelle, une écologie mentale, qui prend en compte tout ce qui est de l'ordre de la pensée, et une écologie spirituelle. On va y revenir. Alors l'écologie corporelle, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quelque chose de très intéressant, c'est de considérer que la nature n'est pas simplement quelque chose qui est autour de nous. Non, vous savez, ce fameux concept d'environnement. La nature, ça serait simplement l'environnement. Eh bien non, la nature, c'est aussi quelque chose qui est en nous, parce que nous avons un corps. Et qu'est-ce que ce corps, sinon un morceau de nature ?
Ce corps hérite de millions d'années d'évolution. Nous portons en nous cette évolution et nous pouvons justement, à travers ce corps, nous connecter à la nature en nous-mêmes. Quand on parle de se reconnecter à la nature, c'est d'abord se reconnecter à notre propre corps qui a son intelligence, qui a sa sagesse. Vous savez, on dit parfois le corps ne ment jamais. Il y a une sagesse du corps. Alors comment on fait ça, chacun a ses méthodes, évidemment. Mais bon, voilà, vous connaissez, non il n'est pas là, mais il y avait un professeur de yoga, alors évidemment c'est de l'écologie corporelle, toutes ces méthodes, la culture du bien-être, on va voir ce week-end, tout ce qui est relaxation et tout ça, savoir écouter notre corps, écouter ses rythmes, nous resynchroniser avec les rythmes de notre corps, les rythmes circadiens, etc., le rythme des saisons, etc. Et alors si on fait ça, ça a l'air de rien, mais ça change tout. Parce que ça fait que notre cerveau associe l'écologie au bien-être. Vous voyez ? Au lieu de l'associer à quelque chose de chiant, qui crée en nous de l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est mauvais pour notre corps. Et là, tout notre corps nous dit, bon, l'écologie, ça ne me fait pas du bien. L'écologie, c'est le bien-être. Et là, on a une écologie désirable. Il y a eu tout un tas d'études qui sont parues, et il y a eu une synthèse de ces études qui a été publiée à Harvard, qui a compilé à peu près 350 études qui ont eu lieu sur 25 ans, et qui montrent que le fait d'être présent dans la nature réduit les risques de maladies respiratoires chroniques, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, ça renforce l'immunité naturelle, ça lutte contre le stress, la dépression et les états anxieux, évidemment, ça restaure la santé mentale et les symptômes d'hyperactivité des enfants. Ajouté à ça, ça augmente la concentration, ça réduit la pression artérielle, ça favorise l'état de sommeil de qualité et ça stimule aussi même la créativité, ça c'est quelque chose que j'aime bien, la créativité grâce à la nature. Une écologie également émotionnelle. Trop souvent l'écologie c'est très mental, c'est des chiffres, des courbes, des faits qui sont lourds, qui sont pénibles, qu'il faut connaître, beaucoup de connaissances à avoir. Alors c'est nécessaire tout ça évidemment, je ne rejette pas du tout cette dimension-là, qui est scientifique, qui joue son rôle. Simplement on sait très bien que l'homme se meut grâce à ses émotions. Sans émotion, il n'a pas du tout envie d'agir. Et donc pour rendre cette écologie désirable et faire agir les gens vers l'écologie, il faut la rendre émotionnelle. Il faut que l'écologie nous touche. Il faut que la nature soit quelque chose qui résonne en nous émotionnellement. Vous voyez là d'ailleurs, j'ai mis l'exemple, ça c'est mon ami arbre. Il est en Auvergne, quelque part dans une des forêts du coin, et on va le voir régulièrement avec mon ami Mireille, on lui tient compagnie, on discute un peu avec lui, et il nous fait beaucoup de bien. Vous voyez, ce principe d'amitié avec le non-humain, c'est quelque chose d'émotionnel. Je développe un lien humain, émotionnel avec les arbres. Vous voyez, donc ce caractère émotionnel, c'est aussi ce qui permet d'avoir une écologie plus sensible, plus affective, voire artistique. Pourquoi les artistes n'auraient pas un rôle à jouer dans la transition ? Pourquoi ça serait seulement les scientifiques ? Les artistes ont leur rôle à jouer. Tout ça, ça permet d'être touché par la nature. Qu'est-ce qu'on a comme pratique à ce niveau-là ? On a le fait d'embrasser les arbres. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça dans votre vie. C'est une expérience. Je trouve ça un peu bizarre au début, et puis après, on s'y habitue. Prendre des bains de forêt. Les bains de forêt, c'est un concept qui vient du Japon et qui est très efficace également. Ça veut dire qu'au lieu d'aller dans la nature pour être en mode performance, je dois monter au sommet et ensuite je redescends. Non, je vais nulle part. Je m'assois dans la nature, je me mets contre un arbre et j'imprègne. Vous voyez, c'est une autre attitude. Marcher pieds nus, c'est la mode un petit peu ça aussi. Contempler, réapprendre à contempler, ça c'est quelque chose qu'on a perdu. Contempler la nature. Pourquoi pas méditer dans la nature ? Réapprendre l'amour de la nature. Ça, c'est aussi une belle émotion dont on aurait besoin dans l'écologie. On ne parle jamais d'amour de la nature. Victor Hugo, à la fin de sa vie, nous disait « aimer, c'est agir ». Pourquoi ? Parce que aimer, c'est porter en soi ce que l'on aime. Et une fois qu'on le porte en soi, on a envie de le respecter, évidemment. Lorsqu'on aime quelqu'un, on crée un lien avec son âme, de sorte que si on lui fait du mal, on se fait du mal à nous-mêmes. Vous voyez, donc il y a ce principe qu'on reverra un petit peu, qui est la non-dualité. Les Amérindiens avaient compris ça. Quand vous regardez un texte, par exemple, de Standing Bear, qui était un chef Lakota, qu'est-ce qu'il nous disait ? Il nous disait « Le Lakota
était empli de compassion et d'amour pour la nature, et son attachement grandissait avec l'âge. Un peu plus loin, il me dit « Le vieux Lakota était un sage. Il savait que le cœur de l'homme éloigné de la nature devient dur. Il savait que l'oubli du respect dû à tout ce qui pousse et à ce qui vit amène également à ne plus respecter l'homme. Ainsi maintenait-il les jeunes sous la douce influence de la nature. » On a perdu cette conscience-là. Développer aussi notre empathie envers les non-humains. C'est bien beau d'avoir de l'amour, mais il faut qu'on apprenne à le donner aussi au-delà de notre propre espèce. Sinon, c'est ce qu'on appelle du spécisme amoureux. Alors, vous avez l'exemple de Jane Goodall, que vous connaissez peut-être, qui est une grande écologiste, qui fait beaucoup pour les animaux. Alors là, voilà, c'est une vidéo qu'on trouve sur Internet, qui a buzzé un petit peu, où on la voit en train de libérer un chimpanzé dans la nature. Peut-être, vous l'avez vu, monsieur, cette vidéo? Et ce chimpanzé, au lieu de s'en aller tout de suite, il vient lui faire un câlin, puis après il s'en va et disparaît dans la jungle. Vous voyez, il y a eu un contact, il y a eu une relation, même du côté animal, il y a plus de conscience qu'on ne croit. On a mis longtemps à comprendre que les esclaves étaient des hommes comme les autres, puis on a mis après quelques siècles à comprendre que les femmes étaient des hommes comme les autres. On est en train de comprendre que les animaux sont des personnes comme les autres, qu'ils ont le droit à leur propre existence, qu'ils ont une valeur intrinsèque et non pas seulement instrumentale. Nous allons vers un sentiment de fraternité terrienne, bien au-delà de la fraternité humaine, quelque chose qui englobe tous les animaux, comme dans cette magnifique photo, vous voyez. Nous partageons tous cette planète, nous respirons le même air, nous buvons la même eau, nous sommes éclairés par le même soleil, peut-être même partageons-nous la même conscience, parce que la conscience n'est pas forcément quelque chose qui serait la propriété exclusive des hommes. Il y a différents degrés de conscience. On pourrait dire ça. Les animaux sont beaucoup plus conscients qu'on ne croit, et les êtres humains beaucoup plus inconscients qu'on ne veut bien l'admettre. Peut-être même que l'espèce humaine n'est pas le sommet de la conscience. Il y aura peut-être d'autres espèces plus évoluées qui viendront après. Nourrir de la gratitude. La gratitude, c'est une émotion fondamentale également dans cette écologie émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'elle a un pouvoir très particulier, la gratitude, c'est qu'elle nous relie émotionnellement à ce pourquoi nous avons de la gratitude. Donc avoir de la gratitude pour la nature permet de se sentir en lien avec elle. Je vous propose une petite expérience qui est ma prière de gratitude, puisqu'on est finalement dans une ancienne chapelle. Alors je me suis dit pourquoi pas faire un peu la messe avec une petite prière qui m'est venue un jour en inspiration, très simple, vous allez voir, qui est une prière de remerciement. Voilà, alors je vous la fais, n'hésitez pas si vous voulez fermer les yeux. En tout cas, ressentez un petit peu tout ça. Merci pour les arbres, merci pour les fleurs et les plantes somptueuses, merci pour les animaux de la terre, des airs et des mers, merci pour les montagnes et les douces vallées, merci pour les forêts et les rivières, merci pour le vaste océan, merci pour la lumière et merci pour l'eau, merci pour les fruits de la terre, merci pour nos corps, merci pour le jour et la nuit, merci pour cette planète, merci pour la beauté de cet immense univers, merci pour le grand vaste, merci à la conscience infinie d'où émane ce monde. Voilà ce genre de petite prière qu'on peut faire pour justement se connecter, non pas simplement dans la tête, mais au niveau du cœur. L'émerveillement également est une émotion à cultiver en matière d'écologie intérieure. On dit que l'émerveillement constitue le premier pas vers le respect. J'avais écrit un petit texte là aussi sur ça, que je voudrais vous lire, qui disait en substance, au fond, nous aurons réenchanté le monde quand nous saurons à nouveau nous émerveiller de ce qui est. Ce monde est une merveille qui attend d'être reconnue. Il n'est rien de plus merveilleux que ce qui est déjà. Cette terre est un paradis. L'évolution a rempli ce monde de beauté qui n'attendent qu'un regard pour nous emplir le cœur. Tout le désenchantement de l'homme moderne vient de ce qu'il ne sait plus contempler. Au fond, ce monde n'a pas besoin d'être enchanté. Il l'est déjà.
Seul notre regard a besoin d'être réenchanté. Le sens de l'émerveillement qui conduit évidemment au respect. Il nous faut également, dans le cadre de cette écologie émotionnelle, redévelopper un sentiment de reliance. La modernité nous a déconnectés non seulement de la nature, mais également de nous-mêmes et des autres. Déconnexion, pardon ? Et de la vie, oui, de manière générale. Déconnexion de soi, avec cette fameuse hyperactivité affairiste moderne, avec les écrans maintenant qui fait qu'on est toujours tourné vers l'extérieur. La déconnexion des autres, avec l'individualisme, et la déconnexion de la nature, avec cette espèce d'indifférence et de virtualisation de nos vies. Et donc c'est par un même mouvement que la modernité nous a déconnectés de la nature, de nous-mêmes et des autres. Et donc nous devons, par un même mouvement, retrouver ces trois connexions, à soi-même, aux autres et à la nature. C'est ce que j'appelle la triple reliance. Et en cela, et ça c'est très important, l'écologie, le social et le spirituel sont une seule et même chose. Dans cette transition, on ne peut pas avoir d'écologie antisociale, ça ne fonctionnerait pas. On ne peut pas avoir d'écologie antispirituelle, ça ne fonctionnerait pas, parce que ces trois reconnexions fonctionnent ensemble. Vous voyez le caractère systémique du raisonnement. Une écologie des affects, pour résumer, des affects positifs plutôt que négatifs. Vous voyez une écologie de la gratitude, de l'amour, de l'émerveillement, de la beauté, du bien-être, de la reconnexion à soi, aux autres et au monde, plutôt qu'une écologie de l'éco-anxiété, de la dépression, du fatalisme, du pessimisme, du désir d'effondrement et de la haine de l'homme. Une écologie mentale, ça c'est ce qui concerne la transformation de nos modes de pensée. Sachant que la pensée, c'est quand même quelque chose qui débouche sur des émotions, et les émotions, comme on sait, débouchent sur de l'action qui déclenche des comportements et des résultats. Le résultat écologique qu'on a aujourd'hui est le fruit d'une pensée à un moment donné. Alors, nos pensées au sujet de notre place, bien sûr, dans le monde, doivent changer. Il faut arriver à une recomposition de notre nature, de notre rapport fondamental à la vie et à la nature. Développer de nouvelles écophilosophies. Pour ça, il faut reprendre en profondeur le logiciel de pensée moderne qui a été fondé notamment par Descartes. Descartes, c'est celui qui a théorisé le projet de la modernité consistant à se rendre maître et possesseur de la nature. Voilà ce qu'il dit, je ne vais pas vous lire tout le texte. Et il disait une autre chose, Descartes, c'est qu'il disait « Quand je parle de la nature, ce n'est pas au sens de la déesse. Moi, quand je parle de la nature, je parle de la matière. La nature devient la matière. » Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est toute la modernité qui est contenue dans cette phrase. De la matière à la matière première, il n'y a qu'un pas. Quand on commence à considérer la nature comme de la matière, très vite on en vient à l'exploiter comme une matière première. Donc vous voyez, toute la modernité est contenue dans ce projet cartésien. Et ça, il faut changer ça si on veut justement avoir d'autres conséquences. Pour autant, il faut comprendre ce projet moderne avant de le dépasser. Le projet de la modernité, ça c'est un petit texte que j'ai écrit récemment, le projet de la modernité consistait donc à rendre l'homme maître et possesseur de la nature. Ce projet fut conçu en une époque, il faut le savoir, une époque de famine et d'épidémie, pour améliorer la vie et la santé des hommes. Et de ce point de vue-là, ce projet fut un large succès. Il a apporté de nombreux progrès à la condition humaine, jusqu'à ce que ses conséquences écologiques me révèlent son invalidité structurelle. De cet échec désormais définitif émerge à présent la postmodernité et avec elle, une nouvelle figure humaine se lève, plus sage, plus évoluée, l'homme élève et co-créateur de la nature. Voilà la proposition qu'on porte au courant constructif, un homme qui ne serait pas maître et possesseur, mais élève et co-créateur de la nature. Ça peut vous faire penser à quelque chose qu'on appelle le biomimétisme, par exemple. Le biomimétisme, ça a l'air de rien, mais si on regardait dans les détails, c'est un changement d'attitude fondamentale vis-à-vis de la nature. La nature n'est pas, dans le biomimétisme, quelque chose qu'on va aller exploiter, mais quelque chose qui va nous inspirer. On se positionne en tant qu'élève de la nature pour apprendre comment elle arrive à faire des procédés durables pour l'imiter ensuite. Ça, c'est la nouvelle attitude fondamentale de l'homme. Et ça revient donc à coopérer avec la nature plutôt qu'à essayer de la dominer.
Pour terminer, une écologie spirituelle. Alors ça, c'est le point pour moi le plus important dans toute cette écologie intérieure. L'écologie intérieure n'est rien d'autre que la spiritualité elle-même. Pourquoi c'est important et pourquoi ça a des conséquences, là encore, sur la désirabilité de l'écologie? Parce que la spiritualité, ce sont des expériences vécues. La spiritualité, ce n'est pas de la pensée. Les gens spirituels ne sont pas des gens qui sont en train de réfléchir comme les philosophes, ce sont des gens qui ont des expériences. Le fait d'avoir des expériences spirituelles, ça fait quoi? Ça fait que la vérité qui est vécue dans cette expérience, elle est vécue précisément. Donc avoir une écologie spirituelle, ça permet de rendre l'écologie vécue et non pas simplement pensée. On n'est pas dans une injonction à être écolo, dans une pensée sur il faudrait être écolo, on est dans une conscience écologique, ça change tout. Vous voyez, c'est un ressenti profond, on va cultiver une conscience profonde écologique. Alors il y a deux liens possibles entre l'écologie et la spiritualité. D'abord, il y a l'idée que la spiritualité nous rend plus écolo. Pour des raisons que je vais vous expliquer ensuite, elle a une portée écologique. Et l'inverse marche aussi, l'écologie nous rend plus spirituels. La nature nous rend plus spirituels, là aussi je vais vous expliquer pourquoi. Ce sont un peu les deux idées dans cette écologie spirituelle. Et donc là, on va s'intéresser au mysticisme. Le mysticisme, c'est un ensemble de réalisations spirituelles universelles. Ouais, mais on a le droit de dépasser. Après, si vous voulez partir, n'hésitez pas. Donc le mysticisme, c'est un ensemble de réalisations spirituelles. Notamment, vous avez probablement entendu déjà ce mot, l'expérience de la non-dualité, la réalisation de la non-dualité. Moi, je dis que cette expérience a une portée écologique. Pourquoi? Qu'est-ce que d'abord que la dualité? Quand on parle de non-dualité, ça renvoie à la dualité. La dualité, c'est la dualité entre moi et les autres, entre le sujet et l'objet, entre la partie et le tout, entre la matière et l'esprit, entre l'homme et la nature. Vous voyez toutes ces dualités. La non-dualité, c'est de partir de cette compréhension profonde que tout est une seule et même conscience. C'est un peu comme la lumière blanche. Vous voyez, la lumière blanche, elle contient toutes les couleurs du spectre chromatique. D'ailleurs, quand il y a un arc-en-ciel, c'est une décomposition de la lumière blanche. De la même manière, à l'origine, on a une seule et même conscience qui décide de se démultiplier dans la forme. Et ça crée un monde avec toutes ces formes innombrables. Et on a l'illusion que tout ça, c'est du multiple. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule et même conscience qui se manifeste à travers toutes ces formes. Donc vous voyez, ce sens de la non-dualité, c'est de considérer qu'il n'y a pas moi et l'autre, nous sommes une seule et même conscience. Et donc je vais respecter l'autre comme je respecte moi-même, car je respecte la conscience absolue. Vous voyez là d'ailleurs un exemple du respect que ça peut donner avec l'exemple de Ramana Maharshi, qui est tu dois le connaître peut-être, un grand éveillé du XXe siècle, un des plus grands maîtres indiens du XXe siècle, qui enseignait justement la non-dualité, qu'on appelle l'Advaita Vedanta. Vous voyez son rapport aux animaux, il se met à leur niveau, il n'y a pas d'histoire de domination. Les Amérindiens avaient également compris ça très bien. Par exemple, le chef Seattle nous disait « L'homme n'a pas tissé la toile de la vie, il n'est qu'un fil de cette toile, et quoi qu'il fasse à la toile, il le fait à lui-même. » Et c'est ça une logique non duelle. Si nous prenons soin de la terre prendra soin de nous. Cette non-dualité-là, on doit l'apprendre, de même qu'on doit apprendre l'unité, le sens de l'unité, tout est un. Tout est un, c'est aussi une des grandes réalisations spirituelles, réaliser que tout n'est qu'un, et que derrière tout ce multiple, en fait, il y a une seule chose, je vous le disais à l'instant, cette seule conscience unique. Alors ça aussi, ça a une portée écologique. Si vous regardez la nature, par exemple, tout est un dans la nature. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas d'enclos, il n'y a pas d'obstacle, tout circule. L'eau circule, le vent circule, les graines circulent, les oiseaux migrateurs circulent, même la pollution circule. Parce que tout est un. Dans la nature, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de division. Et tout est aussi interconnecté, c'est-à-dire que non seulement il y a une unité, mais il y a une intrication, il y a une interdépendance fondamentale de toute chose. Et donc ces réalisations spirituelles nous portent vers une conscience plus écologique parce qu'on comprend que tout est un, que tout est interdépendant et qu'il n'y a pas de dualité entre l'homme et la nature. Les Amérindiens l'avaient très bien compris, là encore.
Élan Noir, Black Elk, un Indien Sioux, nous disait « La paix ne pourra naître dans ce monde que lorsque toujours plus d'hommes prendront conscience de l'unité de la vie existante entre la nature, les animaux, les plantes, les minéraux, les hommes, et vivront en conséquence. » Il y a un proverbe sioux qui nous dit « Il n'y a devant vous qu'une seule et unique vie, que vos jours soient bons et longs sur la terre. » Inversement, la nature permet à l'homme de s'établir dans une conscience plus spirituelle. Ça a même pris du temps à le comprendre. Et je l'ai compris grâce à la nature elle-même, en allant récemment avec d'ailleurs l'organisateur de ce festival dans la nature. J'ai soudainement constaté que mon mental avait disparu. Ce qui n'arrive pas généralement quand on est par exemple au cœur d'une ville. J'ai été longtemps parisien, je sais de quoi je parle. Souvent, vous allez dans la nature, vous allez pouvoir ressentir que votre mental, votre activité mentale diminue. Alors à quoi c'est dû ça? J'ai fini par comprendre, c'est tout bête. Parce que la nature est un environnement pré-mental. Le mental est beaucoup moins développé, évidemment, chez les végétaux. Il y en a un petit peu chez les animaux, mais il n'est pas très développé. Globalement, la nature est un environnement pré-mental. Ça ne veut pas dire que les êtres vivants ne ressentent pas. Par contre, leur mental n'est pas très développé. Et encore moins la conscience réflexive qui est propre au mental humain. Alors, donc, on a cette spécificité de la nature qui diminue les fréquences mentales, qui les harmonise aussi avec toutes les autres fréquences. Et donc, c'est ça qui fait que la nature nous spiritualise. Elle diminue la fréquence mentale et elle ouvre, au contraire, la fréquence de la conscience. La nature, c'est un espace de silence qui nous met sur une vibration de conscience. Ce qu'on appelle d'ailleurs les ondes alpha. Si vous allez dans la nature, il y a plein d'études qui montrent que la nature nous met en ondes alpha au niveau du cerveau. Ça, c'est des ondes qui sont relaxantes, qui sont calmantes et qui nous permettent d'être dans une conscience plus profonde et étonnamment plus créative aussi. Il y a autre chose aussi intéressant là-dessus, c'est que la nature diminue notre ego. Pourquoi on a une hypertrophie de l'ego dans notre civilisation? Est-ce que ça n'est pas sans lien avec le fait qu'on vit dans des villes? C'est étonnant, mais le fait qu'on vit dans un environnement que humain fait qu'on vit dans un environnement où on confronte sans arrêt nos égos et ça crée une hypertrophie de l'ego. Dans la nature, c'est tout le contraire. L'homme est confronté à l'immensité et à travers l'immensité, à travers la beauté, il est confronté à quelque chose qui le dépasse. Et il se sent parfois tout petit, par exemple, face à la mer, face à la montagne, il se sent tout petit. Et donc, c'est ça qui fait que son ego va diminuer, il va se sentir au contraire participer d'un grand tout. Donc, ça remet l'ego à sa place et le soi authentique, lui, au contraire, émerge. Ce soi qui est connecté à tout émerge. Et donc, pour ces raisons-là, la nature nous spiritualise et passer du temps dans la nature, c'est développer un peu plus de conscience de manière quasiment automatique. Alors, pour terminer, je ne peux pas aborder cette question de la désirabilité de l'écologie sans aborder la question du récit. Parce que les êtres humains ne sont pas mus par des faits, des chiffres, des statistiques, des courbes. Ils sont mus par des récits. Depuis que l'humanité existe, elle suit des récits qui l'inspirent. Il y a des leaders qui amènent des visions inspirantes et les gens les suivent parce que cette vision les inspire. Et aujourd'hui, on a un gros problème de récits. D'ailleurs, on appelle notre époque la fin des grands récits. Il y a des philosophes comme Lyotard qui ont parlé de ça. Et pour que l'écologie fonctionne, donc il ne suffit pas qu'il y ait des statistiques, des chiffres qui nous montrent qu'il faudrait être écolo, il faut qu'il y ait un récit inspirant, une vision. Et le récit, justement, si vous réfléchissez bien, c'est quelque chose qui est à la fois mental, émotionnel et spirituel. Il faut qu'il y ait cette dimension de transcendance, une émotion qui nous transcende dans le récit. Ça, c'est la composante spirituelle. Et évidemment, si vous avez ces trois composantes, le mental, l'affectif et le spirituel, ça va mettre votre corps en mouvement, et là vous allez avoir la quatrième dimension, qui est la dimension du corps, de l'action. Alors, au courant constructif, donc, nous avons développé un grand récit pour le XXIe siècle. C'est le concept de transition systémique, la transition systémique du XXIe siècle. Cette idée qu'il faudrait une mobilisation constructive mondiale pour amener l'humanité à opérer sa transition, cette transition dont tout le monde parle et qu'il s'agirait enfin de faire tous ensemble, et qui est une transition systémique. Ce n'est pas seulement une transition écologique. Et ce grand récit de la transition systémique du XXIe siècle s'inscrit lui-même dans un récit encore plus large,
qui est le récit de l'évolution elle-même. L'évolution, c'est l'évolution bien sûr des hommes, mais c'est l'évolution tout court, l'évolution de la nature. Je dis toujours que quand on parle de la nature, un autre nom pour la nature, c'est l'évolution. Et donc avoir une conscience écologique, c'est aller vers une conscience de l'évolution, le fait que nous participons d'un grand processus d'évolution et que ce serait peut-être bien de ne pas détruire cette évolution de plusieurs milliards d'années. Alors je reviens un peu sur ce grand récit d'abord de la transition systémique. Pour faire simple, après il y a plein de détails, mais je n'ai pas le temps d'aborder tout ça, il y a 5 grandes transitions qui composent la transition systémique. D'abord, il y a les transitions extérieures. Je vous rappelle la différence, transition extérieure, transition intérieure. Alors quelles sont ces transitions extérieures? On a la transition agroécologique, la transition énergétique, la transition écologique, la transition sociétale, et il y a une 5e transition qui, elle, concerne la transition intérieure, qu'on appelle, nous, au courant constructif, la transition culturelle, c'est-à-dire le fait de développer une culture écologique. Ça nous amène sur le grand récit de l'évolution qu'il ne faudrait pas rater, justement. Il ne faudrait pas rater cette évolution, et donc renouer avec un grand récit qui serait celui de la réalité elle-même. Nous sommes dans un processus d'évolution de plusieurs milliards d'années, nous sommes des figurants dans ce grand processus, nous avons notre rôle à jouer pour la réussite de cette évolution, plutôt que de contribuer à son avortement à travers un effondrement écologique. Donc voilà, c'est à l'opposé de ce récit de l'effondrement vers lequel on irait, qui nous est vendu par les collapsologues. Alors les collapsologues ont bien essayé, avec les décroissants, de créer un récit un peu inspirant, mais évidemment, quand le récit consiste à dire qu'on va vers un effondrement et qu'il faut décroître, ça n'enthousiasme pas grand monde. Et donc ils ont, on peut dire, échoué en termes de récit, alors que les constructifs, à travers leur écologie visionnaire, créative, etc., ont la capacité de créer un nouveau grand récit pour le XXIe siècle qui sera beaucoup plus inspirant. Alors, je ne sais pas si vous voyez, non ? Ça représente les étapes de la grande évolution humaine. Et nous, on en est là, dans ce grand récit de l'évolution culturelle. L'évolution culturelle, ça n'est rien d'autre que la continuation de l'évolution naturelle par d'autres moyens. Et donc, cette évolution, elle s'est faite à travers différents stades. On a eu l'ère agraire, l'ère industrielle, et maintenant, on est au carrefour de l'histoire. On a le choix entre s'effondrer, la version collapse, et le fameux breakthrough, ça veut dire une percée évolutive vers quelque chose d'autre. Alors, dans l'Institut Ruffin-Kix qui a créé cette image, on appelle ça l'âge de la liberté, ils l'appellent comme ça, nous on l'appelle autrement, mais vous voyez, on a aujourd'hui un choix, faire avorter l'évolution, ou bien avoir un sursaut de volonté pour passer au stade suivant. Et c'est ça qu'on voudrait, nous, et qui serait profondément inspirant en termes de récit. J'en arrive à la conclusion, on a un petit peu dépassé, mais pas plus que ça. Alors, comment rendre donc l'écologie désirable? Donc, en gros, si je synthétise, on a 4 points essentiels. D'abord, il faut réveiller les forces d'évolution sur la Terre. Aujourd'hui, trop souvent, on a des forces de régression qui sont à l'œuvre, une tentation régressive qui se fait voir de plus en plus sur les réseaux, et qui, comme on l'a vu, a contaminé les médias à travers le mouvement de l'effondrisme, etc. Au contraire, il faut lui opposer une force d'évolution très vivante, très puissante, très motivée. Deuxièmement, promouvoir une écologie constructive, donc fondée sur la connaissance des possibles et le génie humain, plutôt qu'une écologie pessimiste, antisolutionniste, fataliste, qui détesterait les hommes, comme on le voit parfois. Troisièmement, élargir l'écologie aux dimensions corporelles, affectives et spirituelles pour que l'écologie devienne une réalisation profonde, une nouvelle conscience et pas simplement un ensemble de chiffres qu'on nous balance au mental. Tout ça pour provoquer un mieux-être, que l'écologie soit associée à un mieux-être au lieu d'être associée à de l'éco-anxiété. Et enfin, on vient de le voir, créer un nouveau grand récit inspirant pour la transition systémique du XXIe siècle, qui s'inscrive lui-même dans le récit de l'évolution de l'humanité. Voilà, je pense que si on fait ça, on a la possibilité d'avoir à nouveau une écologie qui va inspirer les gens, qui va générer des énergies très puissantes qui viendront des profondeurs et qui ont la capacité de soulever cette humanité qui est un petit peu lourde actuellement, qui a du mal à avancer. Alors ça va prendre un certain temps de diffuser ce message,
Et vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on porte au sein donc, du courant constructif, qui se veut donc constructif. Vous pouvez retrouver un peu d'informations là-dessus en allant sur notre site, courantconstructif.com. Si vous voulez vous informer sur les solutions, donc on a développé cette base de solutions qui s'appelle LMC.today. Et je pense que je referai cette conférence en version longue à Mosa, à la maison des évolutionnaires que j'ai créée, dans le coin là. Voilà, dans quelques mois, je pense que je la referai.